Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Je vous parle beaucoup, par les temps qui courent, des lacunes dans notre réseau de la santé et surtout des compressions qui sont imposées sans qu'on fasse grand bruit de tout ça, bien sûr, à part les médias qui vous en parlent et des médecins qui dénoncent de plus en plus. On voit que le fameux 1,5 milliard ou à peu près de dollars qu'on doit couper, là, rigueur budgétaire oblige, on coupe là où parfois on ne devrait pas. Et on va tout de suite s'entretenir avec un de ces patients qui font les frais de ces compressions. François Fournier a été gravement brûlé lors d'un accident qui impliquait un feu de camp et une chaudière d'essence. Ça se passait à Rimouski, c'était il y a 15 ans. François Fournier est avec moi. Bonjour François. Bonjour. Merci de prendre le temps de nous parler. Vous avez 30 quelques heures, c'est ça, 38 heures, 35 heures de soins à domicile parce que vous ne pouvez pas vous occuper vous-même de vos soins. Avant de venir là, parce que ce que les auditeurs doivent savoir, c'est qu'aujourd'hui, on vous a déjà coupé des heures de soins à domicile. Rappelez-nous seulement les événements d'abord d'il y a une quinzaine d'années. Vous étiez un grand passionné de moto, vous étiez actif, vous étiez quelqu'un qui profitait beaucoup de la vie. Et là est arrivé ce jour fatidique où vous avez eu cet accident. Oui, c'est vraiment un accident. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé pour GM 18 ans comme contrôleur d'atelier et aviseur technique. J'ai travaillé aux pièces aussi. Mais j'ai un DEC en mécanique, puis du gaz, je connais ça, mais cette journée-là, j'étais à mon chalet avec ma conjointe du temps, puis il y avait des mauvaises herbes, c'est niaiseux, il y avait des mauvaises herbes qui poussaient en dessous à travers la roche sous mon poêle que j'avais à l'extérieur pour faire des feux. C'est que c'est pas pour la culpabiliser de ça, mais ma blonde est venue en me disant, François, c'est plein de mauvaises herbes en dessous du poêle, c'est dégueulasse. Fait que j'ai pris j'étais allé dans mon garage, j'ai pris une chaudière, j'ai mis l'équivalent de 3 verres de café de gaz dans ma chaudière, puis je suis allé pour déposer mon plat près du poêle qui était allumé, parce qu'il y avait des branches dedans que je voulais brûler ultérieurement, mais mon gaz était au froid, c'est du gaz que j'avais pour ma génératrice. Puis alors, quand je suis venu pour déposer le plat près du poêle, j'étais à peu près à 3 pieds du poêle. J'ai vu les vapeurs d'essence qui sortaient du plat parce que mon gaz était au froid. Puis cette journée-là, il faisait comme 40 degrés à mon chalet. Fait que j'ai vu les vapeurs qui se sont déplacées avec le vent vers le poêle qui est allumé. Puis les tisons qui sortaient du poêle, je les voyais même pas parce qu'il était à peu près vers 4 heures de l'après-midi. Fait que j'ai vu le rouge arriver dans le plat par contre parce que les tisons ont allumé les vapeurs, ça m'a explosé dessus. Ah, mon Dieu. Fait que j'ai été brûlé des mains, des avant-bras, dessous les pectoraux au nombril. J'ai sauvé le petit bout en bas, là. Après ça, j'ai brûlé des cuisses jusqu'aux pieds. Puis j'ai été transporté en avion à l'Enfant Jésus. J'ai été mis dans un coma provoqué à Rimouski qui a duré 38 jours. Selon le protocole d'un grand brûlé, les 2 premiers jours de mon coma, premièrement, ils m'ont injecté du cristalloïde. Ça, c'est un liquide pour les grands brûlés. Tenez-vous bien, j'en ai eu 46 litres du cristalloïde. Fait que je suis venu gonfler comme le bonhomme a été dompté sur les sacs de chips, j'étais bâillonné comme le bonhomme Michelin. Mais selon le protocole d'un grand brûlé, j'ai été coupé avec un scalpel des chevilles jusqu'en dessous des bras. Il coupe la première couche de la peau, le derme de la peau. J'ai été coupé sur les avant-bras, sur le ventre, sur les mollets, pour faire sortir la pression, parce que là, avec ce liquide-là, je suis venu gonfler beaucoup. Mais la tête m'a enflé dans le coma, là. J'ai fait d'édème cérébral, puis mes nerfs optiques ont été écrasés par mon cerveau, puis ils sont morts. Ils ont manqué de vascularisation ou ils ont manqué de... Donc, vous avez perdu la vue aussi, François. Vous êtes non-voyant aujourd'hui, hein? Oui, après 38 jours de coma, je me suis réveillé dans le noir. Ma blonde était au pied du lit, puis elle me demandait comment elle est habillée. J'ai dit, allume les lumières, je te vois pas. Ça a été fatidique, là. C'était, en tout cas, un réveil assez brutal. Après, j'ai été un autre 38 jours à pas savoir où j'étais à l'Enfant Jésus. Après, j'ai été transporté au centre François Charon, l'IRDPQ, pour faire de la réadaptation. J'étais là encore un autre 5 mois. Réapprendre à marcher parce que je marchais plus. J'étais en chaise roulante. Après, je me suis emmené à Rimouski, à Montjoly, aller à l'interaction à Montjoly, puis continuer ma réadaptation jusqu'en juillet 2011. Puis je suis revenu à la maison depuis 2011. Mais là, après ça, j'ai M. Francis Drapeau qui travaillait pour chaque emploi-service, qui m'avait élaboré les heures que j'avais besoin à ce moment-là. J'avais 35 heures qui m'avaient été allouées depuis 2011. J'avais 35 heures d'allouées. Puis là, cette année, à tous les ans, il venait pour faire l'évaluation de mes heures, puis tout ça, ça changeait pas. Ma situation n'a pas changé. Tu sais, j'ai les mains
En plus d'être devenu non-voyant suite à ça, ben j'ai les mains qui ont été brûlées au 3e degré et demi. Ça fait que j'ai les doigts, les phalanges de mes doigts sont soudées. C'est que si je veux ramasser une pièce de monnaie sur la table, je suis pas capable parce que les bouts de doigts me plient pas. J'ai les mains, j'ai le pouce luxé de la main gauche. Ensuite de ça, ben les mains, c'est comme si j'avais les mains dans des gants trop petits. C'est comme si j'avais des smalls, ça me prendrait des médiums. C'est très, très serré. Puis les thermostats sont déréglés. C'est-à-dire ce qui est froid est très, très froid, puis ce qui est chaud est brûlant. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses que je peux pas faire avec mes mains, en plus de pas voir du tout. Ça fait que ça fait 14 ans, 6 mois là, que je suis non-voyant à 100%. Puis, ben c'est ça. En 2013, mes parents m'ont payé des traitements en Thaïlande. J'ai été en Thaïlande, j'ai eu des cellules souches. J'ai fait 22 heures d'avion pour aller là avec une madame qui travaillait pour moi dans ce moment-là. Elle travaillait pour Chèque Emploi Service. Puis j'ai fait 22 heures d'avion, ce que je disais pour ça. Puis, une greffe de cellules souches, c'est ça que vous avez eu, François? Ouais, les cellules souches, ça s'est pris dans le cordon ombilical d'une femme qui a le même groupe sanguin que toi, puis dans le placenta. Ils font une potion avec ça, puis ils m'ont injecté ça à base oculaire dans mes yeux. J'ai eu des injections à base oculaire dans mes yeux. J'en ai eu par les voies intraveineuses, puis j'en ai eu en ponction lombaire. Est-ce que ça vous a aidé? Heureusement, ça n'a rien donné. Ça n'a absolument rien donné. Mais en tout cas... Ça, c'est vous qui avez payé ça de votre poche, là, hein, c'est ça? C'est mes parents qui m'ont payé les traitements. Moi, j'ai payé les billets d'avion pour la fille qui m'accompagnait, puis moi, puis sa petite fille, parce qu'elle était en instance de divorce à ce moment-là. Ouais. Les billets d'avion, c'est 1 300, les traitements, 18 000 $. Et au Québec, il n'y avait pas moyen que vous ayez des traitements qui améliorent votre qualité de vie? Parce que là, quand on est dans une peau, ben là, c'est terrible ce que vous nous décrivez, puis je comprends que vous êtes dans une peau qui est trop serrée pour vous, parce que quand on a le corps brûlé comme ça sur toute la surface de son corps. J'ai été brûlé à 80% sur mon corps. Excuse, je te coupe la parole. Non, allez-y. J'ai eu beaucoup de greffes de peau. C'est-à-dire qu'ils ont pris la peau dans mon dos pour me reconstruire les mains. Puis même, j'ai eu des cultures de peau sur les cuisses parce que j'avais pas assez de peau pour me greffer. Il y avait des places que j'avais des coups de soleil à ce moment-là. C'était l'été. Ça fait que ils ont fait venir un liquide qui venait de la France, puis ils mettaient un bout de peau là-dedans, puis la peau grandissait dans ce liquide-là. Puis j'ai eu des greffes de cette peau-là sur les cuisses. J'étais le premier à voir ça au Québec, ces greffes de peau-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est sûr que j'ai encore besoin de services et de soins, mais là, en coupant des heures comme ça, moi, il manque de souffle, là. Monsieur Fournier, il manque de souffle parce que là, j'avais 47 ans et 1 mois quand j'ai eu mon accident, j'ai 62 ans aujourd'hui. Je suis un gars qui aime la vie, alors je continue de me battre. C'est sûr que c'est noir à 100%. Vous continuez d'aimer la vie? Ben, malgré tout, oui. Si vous voulez faire, je suis un gars qui n'a pas d'idée croche, puis j'en veux pas. Puis j'ai un beau garçon de 27 ans, qui travaille au Nunavut. Il n'est pas ici souvent, mais quand il est ici, ben il fait mes commissions, mes grosses commissions, mais je peux pas m'y fier de le laisser dans la maison tout le temps. Il a sa vie à faire, vous savez. Et donc, vous aviez 35 heures, François, c'est ça? 35 heures de soins à domicile. Là, on vous en a coupé combien? À date, j'en ai 6 de coupés. La semaine prochaine, je vais en avoir en autre heure de coupés. Puis jusqu'à concurrence de 11 heures. Puis il parle depuis le 5 janvier, je suis coupé depuis le 5 janvier, à concurrence d'1 heure par semaine. Et là, ils me descendent ça jusqu'à peu près vers le 15 de mars. Je devrais avoir 11 heures de moins. C'est que imaginez-vous 11 heures de moins, faire à manger, parce que moi, je cuisine pas, je peux pas, je vois rien. Ça fait qu'il y a quelqu'un qui travaille pour moi de coup de main à domicile. Les heures qui sont allouées de coup de main à domicile, c'est payé par le CLSC. C'est eux autres qui gèrent les heures, mais j'ai coup de main à domicile qui font les heures pour moi. Fait que j'ai des préposés. Le matin, j'ai 1 heure pour la douche, déjeuner, faire mon lit. Après ça, de 11 heures à 1 heure, j'allais prendre une petite marche de 15 minutes. Le matin et à 4 heures. Après ça, faire à dîner, faire la vaisselle. En tout cas, la fin de semaine, c'était le ménage. Faire les poussettages, faire le lavage du plancher, passer l'aspirateur. C'est toutes des choses que je peux pas faire, malheureusement. Oui, puis puis est-ce que vous avez besoin de soins médicaux au-delà de... Non, après des années, surtout ce que j'ai besoin présentement, et encore, puis ça, il va probablement que je dois le couper aussi, c'est que je me faisais masser les mains et les avant-bras une dizaine de minutes le matin, une dizaine de minutes le soir. Puis j'allais marcher parce que pour ma santé mentale, c'est bon d'aller marcher. Hein? Puis là, il parlait de me faire pas une évaluation, parce que j'ai eu une évaluation pour mes mains d'un ergothérapeute qui est venu ici à la maison. J'ai pas eu les résultats de ça. J'ai pas eu aucune. Il parlait de me faire un plan d'action pour m'envoyer un bénévole pour aller marcher, vu qu'il coupait mes heures, mais j'ai pas eu aucun plan d'intervention présentement depuis ça. Là. Depuis le 5 janvier.
Ouais, donc le 5 janvier, là, depuis le 5 janvier, Coup de main à domicile m'appelle à toutes les semaines pour me dire, bon, ben, il faut enlever une autre heure. Ben, on va enlever une heure ici, une heure là. Est-ce qu'on vous a dit pourquoi? On vous coupe? Ben, c'est pas à cause. Ben, c'est à cause que c'est le gouvernement, le 6 du Bas-Saint-Laurent. Moi, ça a commencé que j'ai fait une plainte au 6 du Bas-Saint-Laurent. Le 6 du Bas-Saint-Laurent m'a référé au Centre d'aide et d'accompagnement aux plaintes. On a fait une plainte écrite en dossier. J'ai envoyé ça au Fonds de soutien. Puis c'est ça. J'ai pas eu de nouvelles de rien, là, même. Je suis rendu assez loin avec ça parce que là, j'ai appelé la députée de Rimouski, Maïté Blanchet-Vézina. Elle a appelé la ministre Sonia Boulanger. La ministre Sonia Boulanger a envoyé mon dossier à M. Christian Dubé, le ministre de la Santé. Je n'ai pas de nouvelles de rien, ça bouge pas. Même pas un accusé de réception? Oui, des accusés de réception. J'ai eu des accusés de réception comme si, là, tu sais, quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, ben, en tout cas. On a eu votre plainte, on a eu votre demande, mais pas de réponse. C'est ça. Ben, j'ai écrit des lettres en bonne et due forme avec le Centre d'aide et d'accompagnement aux plaintes. Puis même, là, je suis rendu à la protection du citoyen. J'ai fait une plainte aux protection du citoyen aussi. Moi, j'ai besoin de mes heures, Colin. Il y en a qui en ont des heures, puis il y en aurait pas de besoin. Il y en a qui en ont besoin aussi, mais il y en a que, c'est ça, ils pourraient travailler, mais ils travaillent pas, puis ils ont de l'aide, du gouvernement. Hein? En tout cas, moi, j'ai rien contre ceux-là qui en ont besoin. Il y en a d'autres qui en ont pas besoin, puis qui en ont. Moi, j'en ai vraiment besoin. Vous avez comme un sentiment d'injustice là-dedans, François Fournier. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais tenez-nous au courant de l'avancée de votre dossier. On va suivre ça. Mon Dieu, on vous envoie toutes nos meilleures... Les ondes positives. Oui, voilà, j'allais le dire. C'est ça, exactement. Parce que, sincèrement, je vous trouve très courageux. Au quotidien, ouais, c'est pas évident, Oui, je vous crois, François. Là, ben, ma mère, moi, je demeure dans la maison familiale. Je demeure en haut. J'ai un appartement en haut de la maison familiale. Ma mère demeure encore en bas de la maison familiale, à 93 ans. Puis, mon père est décédé, ça fait 2 ans. Mon père était coiffeur, moi, à Nazareth, en maison familiale. Mon père, il a travaillé jusqu'au 1er juin 2023. Oui. Puis il a payé fait un AVC, puis il est décédé. Oui. Ah, non. C'est sûr de son AVC. Puis on travaille, puis on paye nos impôts, puis quand on a besoin d'avoir des soins, ben c'est ça qu'on a. Hey, François Fournier, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci à vous. Merci beaucoup. Bye. C'est un témoignage, vous l'avez dit, là, qui est arrache-cœur. Vincent de Montréal qui dit « Wow, votre invité est très, très inspirant. » Effectivement, ça prend beaucoup de courage, je trouve, pour vivre ça. Puis en plus, ben là, il faut que tu te battes contre le système. Mon prochain invité est médecin de famille à Laval. Vous avez vu que le Collège des médecins propose d'interdire la possibilité aux médecins de se désaffilier du régime public. Les Ontariens, en Ontario, c'est ça. Là. En Ontario, c'est interdit. Là. Il n'y a pas de possibilité d'aller travailler au privé. On ne peut pas avoir un statut de non-participant au régime. Il faut à tout prix que les médecins travaillent au public. Ici, ça fait beaucoup jaser les médecins. Puis notre médecin ce matin, médecin de famille à Laval, Dr Samuel Garot-Lajoie, a écrit justement là-dessus pour réagir au projet de loi 83, une lettre dans le Journal de Montréal. Merci de nous parler, Dr Garot-Lajoie. J'ai envie de vous demander de réagir au témoignage de François Fournier parce que je veux dire, vous êtes médecin, vous devez avoir quand même une grosse dose d'empathie. Je l'espère. Hein? Ça nous arrache le cœur, puis on se dit, voyons, ça n'a juste pas de bon sens. Là. On veut pas vivre sa vie. Lui, il veut encore la vivre, heureusement, mais il a besoin de soins. Je veux dire, quand on y enlève 1 heure comme ça chaque semaine, on lui a déjà coupé, il va perdre. Moi, j'en reviens juste pas. Docteur Garot-Lajoie, votre réaction à vous? Je suis d'accord avec vous. Puis, d'abord, merci de voir. Des Monsieur Fournier, il y en a beaucoup. Dans ma patientèle, j'en connais plusieurs qui perdent en ce moment des services essentiels dont ils ont besoin pour se maintenir à domicile. Puis l'alternative à ça, si ces personnes-là n'ont plus les soins dont ils ont besoin, c'est qu'ils vont se relocaliser. Donc, ils vont s'en aller en hébergement, en CHSLD, et ça coûte autrement beaucoup plus cher à la société si on se rend jusqu'à ce point-là. Donc, je pense qu'en ce moment, il y a des coupes qui sont faites un petit peu de façon aléatoire, à l'aveugle, at large, si vous me permettez. Donc, mais c'est pour ça qu'on a besoin d'un système. Très empathique à la situation de M. Fournier. Oui. Mais j'ai envie de vous dire, puis je doute pas que vous devez être un bon médecin. Ça fait quoi, 8 ans que vous pratiquez? C'est ça à peu près? Oui, exact. Et dans votre lettre, vous dites, si on m'avait imposé un service obligatoire de 5 ans à la fin de ma formation médicale, je vous cite, j'aurais sans doute envisagé de quitter le système public dès la fin de cette corvée. Pourquoi vous pensez que c'est une corvée, servir dans le service public?
C'est une corvée? Je trouve pas que c'est une corvée personnellement, mais je trouve que si on vous l'écrivez impose dès la une fin telle de chose, cette ça veut... corvée. Si on vous l'impose, ça va non, devenir tout à une fait, corvée, mais- c'est ça? Ouais. Oui, exact, ben oui, C'est absolument. Donc, moi, je l'imposition travaille qui de vous façon fatigue. volontaire. Ouais. Oui. Puis, tu sais, en fait, c'est que ça envoie l'idée que il faut contraindre les médecins pour travailler dans notre système public. Est-ce que c'est vraiment ça la solution, de les contraindre? Est-ce qu'on ne devrait pas, plutôt que de mettre de l'énergie à rajouter des restrictions supplémentaires, mettre cette énergie-là et cet argent-là à améliorer le système public? Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une loi qui va être passée, qui va contraindre les jeunes médecins à travailler 5 ans dans le public. Très bien, on manque de médecins, certes, mais au bout de ces 5 ans-là, qu'est-ce que ces médecins-là vont se dire? On m'a obligé, j'imagine que c'est moins bon, maintenant j'ai le choix, qu'est-ce que je fais? Moi, personnellement, j'ai passé ma 5e à ma 6e année de pratique sans m'arrêter un instant à me dire je m'en vais-tu, je m'en vais pas. Alors que si on me l'avait imposé par la force, j'aurais peut-être considéré. Oui, vous dites... noter que c'est... Oui. Juste sur ce que vous venez de dire, vous dites, la 5e année de pratique, vous vous êtes posé la question? Je me suis pas posé la question. Non, pas du tout. OK, d'accord. Parce que je l'ai pas j'ai pas été sous la contrainte. Donc, moi, j'étais dans le système public, ça va, il y a beaucoup de défis, de difficultés, mais je me suis pas arrêté un instant à me dire, est-ce que je m'en vais? Alors que si on me l'avait imposé, je serais comme, j'ai fait mon 50 fait, qu'est-ce que je fais maintenant? Je me serais posé la question. Je comprends. Donc, vous, ce que vous dites, c'est imposez-nous pas un régime contraignant. Travaillons plutôt ensemble pour qu'on essaie de voir comment attirer des jeunes médecins dans le public. Puis à la rigueur, je suis d'accord avec cette attitude, cette proposition, mais vous pensez pas que pour que le Collège des médecins, qui est votre ordre professionnel, là, qui n'est pas un syndicat de médecins, qui est vraiment l'ordre professionnel, le collège, pour que le Collège des médecins dise, là, on est rendu là, il y a plus de 800 médecins aujourd'hui. Quand il y en avait 20, 30, 40 qui étaient désengagés, on disait c'est marginal. Là, c'est 800. L'année prochaine, ça va être combien? Dans 5 ans, ça va-tu dépasser les 1000? Un médecin qui sort du réseau, à mon avis, c'est terrible. C'est des milliers de patients qui n'ont pas accès à ce médecin-là, formé par le public quand même, formé grâce aux contribuables. Faut quand même ça doit vous gosser qu'on le rappelle tout le temps, mais c'est ça pareil, qu'est-ce que vous voulez. Pas du tout, c'est vrai. C'est la réalité. On a une formation peu cher. C'est le coût de formation en médecine au Québec, c'est le plus bas au Canada. Il est infiniment plus bas qu'aux États-Unis. Puis tout à fait, ça, c'est payé par les contribuables. Mais de penser que cette mesure-là va empêcher l'essor du privé, qui actuellement, le privé, c'est ce qui amène l'essor du privé actuellement, c'est un laisser-aller politique complet. Donc, c'est le gouvernement qui, depuis 10 ans, 15 ans, ne fait rien. Vous l'avez mentionné, l'Ontario empêche le statut de non-participant. L'Alberta, la Colombie-Britannique restreignent les tarifs que les médecins peuvent charger au privé au même prix que le public. En ce moment, si on va regarder sur un site web d'une compagnie, d'une clinique privée, on va se rendre compte qu'un renouvellement, ça va nous coûter 100 $. Qu'un bilan sanguin, ça va nous coûter 150 $. Oh mon Dieu, 300 Une irrigation de cire d'oreille. Oui. Toutes ces choses que moi, je fais dans mon bureau en 15 minutes pour une visite simple qui me rapporte 40 $. Mais le fait est qu'il y a aucun contrôle. C'est le Far West. Donc, les cliniques privées, le libre marché fait son effet. Puis, il y a de l'argent à faire là. Il y a des gens qui y vont. Mais c'est parce que personne ne s'est imposé pour l'empêcher. Puis là, au lieu de restreindre le privé en tant que tel, on met la restriction sur les jeunes médecins. Ce qui va pas changer tant de choses au privé. Mais vous avez raison. Fait que vous dites, docteur, en fait, pourquoi on ne dit pas plutôt aux médecins qui sont dans le privé, vous n'avez pas le droit de charger plus cher? C'est-à-dire, on réglemente les tarifs au privé. Et moi, je suis 100% d'accord avec ça, là, parce que je trouve qu'il y a de l'abus au privé. C'est fait dans les autres provinces. Dans la majorité des autres provinces, c'est déjà ça qui est le cas. Parce que oui, pourquoi il y a des choses qui n'ont pas de bon sens. Mais pourquoi on le fait pas, ça? Demandons à M. Dubé. Hey, si je pouvais moi, je trouve vraiment que l'énergie qui est mise sur ce projet de loi devrait être mise ailleurs. Il y a vraiment des meilleures solutions. Là, ce qu'on veut faire, c'est de mettre un gros pansement bien épais sur un segment artériel qui ne va pas s'arrêter. Un segment artériel, c'est sous pression. Il faut faire un point en X, il faut le cautériser, il faut l'emboliser. Mais si on fait rien de tout ça, puis on fait juste mettre des épaisseurs de compresses par-dessus, les compresses, ils vont être imbibées en maudit dans 5 ans, puis le segment, il sera pas réglé, puis il va s'empirer.
Il y a un auditeur de Gatineau qui pose une bonne question. Il dit, mais pourquoi les gens vont en médecine aujourd'hui? Pour soigner ou juste pour faire de l'argent? Puis je ferai du pouce là, sur ce très bon commentaire. La une du Journal de Montréal, c'est la docteure Melissa Vellucci qui explique pourquoi elle a choisi le privé. C'est une médecin de famille de 31 ans. Elle était peut-être vous la connaissez. Puis elle est médecin de famille au privé, donc, et elle fait des injections aussi de chirurgie esthétique. Moi, les deux persos, je trouve que ça va pas tant ensemble, hein. Mais bon, elle estime que les conditions de pratique sont pas attrayantes au public. Donc, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. J'aimerais ça savoir quelle est votre opinion, vous, de ceux qui font ça, vos collègues là, qui étaient au public, qui trouvent que c'est compliqué, puis finalement, pourquoi j'irais pas au privé, puis en plus, je peux injecter du Botox à je sais pas combien ça coûte la seringue, mais en tout cas, c'est bien payant. C'est vrai qu'à un moment donné, on se demande, les jeunes médecins, ils sont-tu à l'argent? Ou puis c'est pas méchant d'être à l'argent, mais en médecine, si t'es à l'argent, j'ai envie de dire, peut-être que va pas en médecine. T'es pas à bonne place, non, clairement. Et de passer 10, 12 ans, 15 ans à payer des frais de scolarité, à n'avoir pas vraiment de revenus, enfin, les gens que je connais, donc je peux vous parler comme personnellement, là, humainement, qui sont allés au privé. Une de mes très bonnes amies était médecin de famille, similaire à moi, une grosse pratique quand même, a une maladie auto-immune, dégénérative. Il n'y a aucune flexibilité pour que des médecins réduisent leur pratique. Donc, elle était face à « je garde mes 1500 patients, je ne suis pas capable de bien les soigner » ou rien. Il n'y avait pas d'autre alternative dans le privé pour elle, dans le public. Donc, elle est allée au privé, elle a trouvé une magnifique clinique qui lui permet de faire les 3-4 jours par semaine qu'elle est capable de faire, au débit qu'elle est capable de faire. Et elle est partie simplement parce que le public n'offrait aucune flexibilité ni accommodation. C'est un peu ce que dit d'ailleurs c'est ce que dit d'ailleurs la docteure Vellucci. En gros, ce que je comprends quand même, c'est que une des raisons, c'est qu'elle avait pas le temps de voir ses patients. Puis ça, comme médecin, je comprends tellement ce que vous vivez. C'est extrêmement frustrant. Puis des gens qui ont c'est pour ça que tous les cas lourds sont au public, mais le public a plus le temps de les gérer. Puis les cas les plus faciles sont au privé. Fait que là aussi, on devrait, dans l'organisation des soins, dire, c'est pas vrai que c'est le public qui va ramasser. Puis je le dis pas de façon désobligeante. Là, j'en ai des proches là, qui sont considérés comme des colos, puis ils sont pas bien traités dans le public. Mais même dans le privé, ils sont pas bien traités parce que le privé les prend pas non plus. Fait que, mais de plus en plus, docteur, c'est ça qui va arriver, c'est qu'on va avoir des patients qui vont être en deux chaises, qui ne seront pas soignés du tout. C'est un gros enjeu, l'accès aux soins, l'accès à un médecin de famille, tout à fait, on en manque, mais on a déjà des problèmes de recrutement à l'heure actuelle. L'année dernière, si on regarde le jumelage, le jumelage, c'est quand un médecin a fini ses études à l'école puis choisit sa spécialité, choisit ses stages. Des places vacantes en médecine familiale, après le premier tour, il y en avait 90 au Québec. Il n'y en avait pas autant dans aucune autre province parce que nous avons des restrictions très importantes, notamment les PREM, les AMP. Moi, pour travailler à Laval, j'ai dû m'engager à 20 ans à pratiquer à Laval avec des activités très spécifiques. Et c'est le cas de tous les médecins de famille au public. Quand les médecins des autres provinces regardent ça, ils se disent hey, « j'irai pas là ». Ils n'ont pas ça dans les autres provinces. C'est pas une pratique. Il y a tellement de restrictions déjà que la pratique de la médecine familiale, notamment au Québec, n'est pas attrayante pour personne en dehors. Donc là, on vient rajouter en plus l'histoire des 5 ans obligés. Je pense que la contrainte, c'est peut-être pas la solution. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment vos argumentaires et tout, puis on les comprend. Puis je pense que j'espère qu'il y a des proches du ministère de la Santé qui écoutent ça, puis des gens du Collège des médecins, parce que je pense que c'est un son de cloche vraiment important à entendre. Merci beaucoup, Dr Samuel Garreau-Lajoie, médecin de famille à Laval. Vous irez lire sa lettre dans les pages de nos journaux. On a un petit swipe ici?